Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Je tiens comme d'habitude à remercier tous ceux qui m'ont écrit durant le précédent podcast. Je remercie également tous ceux qui m'ont fait part de leur retour, de leurs commentaires, de leur soutien. Et voilà, l'aventure continue. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, je vais vous parler de la paternité, du rôle du père. Ce sera aussi l'occasion de s'interroger sur le rôle de la mère et puis d'envisager aussi ce podcast pour qu'il puisse satisfaire, on va dire, selon vos différents styles de vie. J'évoquerai aussi d'autres formes de paternité, la paternité aussi spirituelle et tout ce que la paternité finalement peut nous dire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par une citation de Charles Péguy qui nous dit « Les pères de famille, ces grands aventuriers du monde moderne ». Pourquoi le père de famille est un aventurier dans le monde moderne ? Eh bien, je crois d'abord parce que il est devenu de plus en plus difficile d'être un père dans le monde moderne. Le monde moderne est le monde, comme je l'avais déjà évoqué la dernière fois, de l'individualisme, et le monde de la jouissance, et le monde de l'hédonisme, et le monde de la liberté individuelle. Et la paternité, on pourrait dire que c'est tout le contraire parce que la paternité, elle nous oblige, elle nous renvoie à des obligations, elle nous donne des responsabilités. Finalement, elle est un enjeu majeur dans notre monde moderne. Alors, pour commencer un petit peu le début de cette émission, on pourrait essayer de réfléchir justement comment cette paternité a été petit à petit détricotée, détruite tout au long de la modernité. Je vais lire une autre citation de Philippe Muret. « Si la honte, chez le vivant de l'histoire, provenait d'une incapacité à se montrer digne de l'exemple du père, alors il devenait urgent d'anéantir tout ce qui, de près ou de loin, relevait de l'ancienne puissance paternelle, puisque celle-ci était la source de tous les malheurs. » Qu'est-ce que nous dit Philippe Muret ici ? Il nous dit finalement que l'autorité, la puissance paternelle est devenue petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, quelque chose d'inacceptable. Alors, pourquoi on pense notamment à la critique qui est faite de nos jours par une certaine frange du féminisme, de ce qu'on appelle le patriarcat. Alors comment essayer de l'expliquer, cette critique ? Parce qu'on pourrait la rejeter en bloc en disant que ce sont des absurdités, que ces gens-là sont des fous qui n'ont rien compris, etc. Mais en fait, je pense qu'on aurait tort. Je pense qu'il est toujours intéressant d'écouter les arguments critiques pour en peser, on pourrait dire, le poids, tout simplement, pour voir finalement s'ils sont pertinents ou non. Dans cette critique qui est faite du patriarcat, il y a cette dimension oppressive du père. Il y a cette dimension castratrice. Il y a cette dimension finalement d'une autorité qui est frustrante, qui s'impose dans nos vies et qui nous empêche de nous réaliser. Et effectivement, si c'est ça la paternité, si c'est ça le patriarcat, c'est quelque chose que on peut légitimement critiquer. Parce que je ne crois pas, et on va en discuter plus en détail dans la suite de l'émission, que le rôle du père soit d'empêcher un être, son fils ou sa fille, de devenir ce qu'il est. Je crois justement même que c'est l'essence même de la paternité, d'être celui qui va, non pas simplement mettre au monde, parce que ça on pourrait dire que c'est davantage la dimension maternelle, mais l'essence de la paternité consiste justement à conduire un être vers sa pleine réalisation. Mais en fait, c'est ça qui est un peu ambigu dans la modernité, c'est que la réalisation de soi, elle peut être comprise de différentes manières. Elle peut être comprise comme la réalisation, on pourrait dire, de sa pure subjectivité, de tous ses caprices finalement, de toutes ses envies, de libérer tous ses désirs, ou la réalisation de soi, elle peut être comprise comme la réalisation des vertus, c'est-à-dire finalement devenir pleinement un homme, pas simplement au sens masculin du terme, au sens humain, devenir un être humain complet et achevé, mais à sa manière, parce que finalement chaque individu est différent,
Et chaque individu accomplit l'humanité à sa manière, parce que chacun a des talents différents, parce que chacun a un caractère différent, et je pense que c'est le rôle du père, que de faire en sorte que ses enfants atteignent le maximum de potentiel par rapport aux talents qu'ils ont en quelque sorte dès la naissance. Comme si nous naissions finalement avec un certain potentiel et que c'est le rôle du père d'aider l'enfant à faire éclore ce potentiel. Et si justement le rôle du père c'est d'imposer une image qu'il a en quelque sorte décidée, en fait, si le père a cette dimension narcissique qui consiste à calquer ce qu'il est sur ses enfants, à projeter ses désirs sur ses enfants, effectivement, il est un père destructeur, un père qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de toxique. Effectivement, et ça, je l'évoque aussi en connaissance de cause, puisque pour ceux qui ont écouté les précédents podcasts, je suis père de 3 enfants, j'ai mon fils aîné qui a 8 ans, et il est effectivement tentant de vouloir imposer ce qui nous plaît, imposer ce qui nous semble finalement nos goûts à notre enfant. Et en fait, je pense que le rôle du père est aussi de cerner ce qui est bon pour l'enfant et qui n'est pas forcément semblable à la personnalité de son père. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, forcément, le père va imprimer une marque, va être un modèle pour son fils, donc forcément, il va y avoir, dans le fils, il va y avoir des éléments du père, mais il faut aussi être à l'écoute de la personnalité de l'enfant et être capable finalement de cerner en quoi cet enfant est différent de moi et en quoi justement je vais le faire grandir et le faire devenir un homme complètement humain en prenant en compte le fait qu'il va se dissocier de moi. Alors, du coup, cette critique du patriarcat, qui est propre à notre époque, mais en fait qui remonte à plus loin, on pourrait peut-être trouver un acte symbolique de destitution du père à travers le 21 janvier 1793, c'est-à-dire la décapitation du roi Louis XVI, le régicide. Pourquoi ? Parce que justement, la paternité, elle est incarnée par le roi comme étant le père de la nation. Et on a cette dimension justement très à la fois symbolique, mais il ne faut pas oublier que les symboles, ce sont aussi des réalités, ils nous disent quelque chose de l'ordre du monde. Parce qu'il y a 3 dimensions dans cette paternité. Il y a la dimension de la paternité céleste, c'est Dieu qui est le père de sa création. Dieu est le père de toutes choses, il est celui qui a enfanté le monde, a enfanté la vie, il est le père finalement de la vie jaillit de Dieu. Il y a cette paternité politique, le roi est le père de la nation, il exerce une autorité. Et puis, il y a la paternité au niveau familial, le père de famille est celui qui exerce l'autorité au sein de la famille. Mais chacune de ces autorités, de ces paternités, ne sont pas des autorités pures et simples, c'est-à-dire, en fait, et c'est ça justement que la critique moderne a du mal à percevoir, c'est qu'une autorité, ce n'est pas une dictature qui cherche uniquement à asseoir purement et simplement son pouvoir. C'est d'ailleurs, je fais un petit détour par la philosophie politique et par Machiavel. Ce qu'il y a de révolutionnaire dans l'œuvre du prince de Machiavel, c'est qu'il rend l'autorité politique déliée en quelque sorte de toute référence au bien et au bien commun. En fait, le but de l'autorité politique, de l'exercice de l'autorité, c'est de se maintenir en tant qu'autorité en place. Or, c'est justement là, à mon avis, qu'il y a une erreur, c'est que l'autorité, elle n'est pas une fin en soi, elle est un moyen, et l'autorité du Père, que ce soit le Père céleste, qui est Dieu, le Père politique, qui est donc le roi ou le chef d'État, et le Père de famille, leur autorité n'est en quelque sorte qu'une fonction dans un ordre plus global, et cette fonction, elle est d'assurer justement l'éducation et on pourrait dire la transmission d'un certain nombre de vertus
vers ceux qui sont sous la charge de cette autorité, en vue que ces différents sujets deviennent justement pleinement matures, pleinement eux-mêmes, et s'accomplissent dans ce qu'ils ont d'humain. Alors on va détailler ça un peu plus en amont. Sylvain Durin, qui est un écrivain contemporain qui a réalisé un certain nombre de documentaires et d'essais sur la notion de patriarcat, distingue justement un peu des modèles types. En fait, il oppose donc évidemment le patriarcat au matriarcat, et il nous dit finalement qu'à travers l'histoire, les sociétés, rares sont les sociétés à avoir été des sociétés à proprement parler patriarcales aux 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau religieux, au niveau politique et au niveau familial. Et finalement, que le matriarcat, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est finalement que la mère prend la figure d'une déesse, donc qui est la déesse de l'enfantement, qui est la déesse en quelque sorte qui porte en son sein la descendance, et que le rôle du père dans le matriarcat finalement est de se sacrifier au service justement de la mère, et que ce sacrifice justement du père à la déesse mère en quelque sorte a quelque chose de mortifère et crée en quelque sorte une forme de crise sacrificielle dans les sociétés. Alors je vous renverrai à l'œuvre de Sylvain Durin qui est évidemment plus complexe, et il dit les choses bien mieux que moi, mais j'attire juste simplement votre attention sur le fait que parfois ce n'est pas le simple fait qu'on idéalise la puissance virile qui fait d'une société une société patriarcale, parce que justement on peut voir que dans certaines sociétés, souvent dans les sociétés plutôt traditionnelles influencées par l'islam, le père a un rôle assez important. On exalte la virilité du père, mais on exalte la virilité du père ou la virilité guerrière, non pas comme justement étant l'autorité, on pourrait dire verticale et centrale, mais comme étant une puissance finalement virile, mais qui est l'extension en quelque sorte, ou qui est au service en quelque sorte de la maternité, c'est-à-dire que la mère finalement exerce son pouvoir et sa puissance et sa domination à travers la virilité masculine. Alors, je m'étends pas plus là-dessus parce que ça nous écarterait un peu du sujet. Ce qui caractérise également la négation de l'autorité paternelle, c'est aussi le culte du jeunisme. Et ça, pour le coup, Patrick Buisson l'explique très bien dans son livre « La fin d'un monde ». Quand il décortique un petit peu la période de mai 68, on voit que malgré cette première attaque à la figure du père avec le régicide à la fin de la Révolution française, la figure du père s'était néanmoins relativement conservée dans les mœurs familiales françaises jusqu'en 68, où apparaît en 1968 une révolte vraiment contre le père. On a les fameux slogans « Papa pue », on veut se débarrasser finalement de cette figure du père, et c'est l'avènement des jeunes. Et en fait, je relisais donc hier soir un petit peu les passages de Patrick Buisson là-dessus, et il relate une discussion justement avec le général de Gaulle en Conseil des ministres. Le général de Gaulle, lorsqu'un de ses ministres l'interroge justement sur les revendications de la jeunesse, de Gaulle lui répond que la jeunesse, ce n'est pas une catégorie sociale, parce que justement tout le monde est jeune à un moment donné et finit par devenir, par ne plus l'être, et donc en fait, qu'en gros il y a simplement des hommes, quel que soit leur âge, ils peuvent être jeunes, mais ça reste des citoyens français. Donc, autrement dit, en gros, qu'est-ce que dit ici De Gaulle, c'est que la jeunesse n'est pas une catégorie sociale à part entière, et en quelque sorte, il n'y a pas lieu d'écouter les revendications de la jeunesse. Alors, quoi qu'on puisse penser de cette approche gaulliste ou quoi que ce soit, néanmoins, on peut voir que 68, c'est l'avènement justement des jeunes en tant que catégorie sociale. Aujourd'hui, on pense la jeunesse comme une catégorie à part entière, avec ses revendications, et la jeunesse va devenir un mode de vie, et un mode de vie finalement sur le mode de l'adolescence permanente. Autrefois, l'adolescence a toujours été conçue comme une période de passage, de transition, une crise aussi, parce que justement la crise est le lieu de la transition. Mais justement, l'adolescence n'était pas une fin en soi. L'adolescence était justement le passage de l'enfance
à l'âge adulte, avec tout un certain nombre de rites de passage qu'on peut voir dans toutes les sociétés. Au niveau de la religion, on peut voir qu'il y avait un certain nombre de ces éléments de rites de passage qui ont été ritualisés au sein du catholicisme. On peut penser notamment à la profession de foi, où pour la première fois les enfants entrent dans l'église avec une tenue d'adulte, avec la jeune fille porte une robe qui ressemble beaucoup à une robe de mariée, le jeune homme porte un costume qui ressemble beaucoup à un costume de mariée, et voilà, ils entrent en quelque sorte dans une cérémonie qui les fait entrer petit à petit dans l'âge adulte. Donc tout était finalement vécu, on pourrait dire, dans l'ancien temps, comme le fait que l'adolescence, c'était non pas le stade ultime de l'existence et de l'émancipation individuelle, mais que c'était justement le passage problématique entre l'enfance et l'âge adulte. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on fait du caprice et de la révolte adolescente un mode de vie, un modèle en quelque sorte, et on peut voir que beaucoup de nos acteurs contemporains, nos célébrités, les personnalités, on pourrait dire, de premier plan qui sont montrées à travers la publicité et les médias, vivent en quelque sorte, exaltent une adolescence perpétuelle à travers le caprice, la rébellion, l'anti-autoritarisme, cette émancipation individuelle, le moi-je, voilà, cette espèce finalement d'enfant roi qui a mal grandi en quelque sorte. Et la conséquence de cette révolte anti-autoritaire, c'est la démission des pères. Parce qu'effectivement, à force de criminaliser le père, eh bien, le père ne sait plus où se mettre et le père abandonne son rôle de père. Il n'y a plus de père dans la société, c'est mal vu d'être un père. Et du coup, les hommes, eh bien, finalement, finissent par abandonner leurs enfants, par ne plus les reconnaître ou par fuir, par quitter le foyer. Et cela se traduit par milliers à travers tous les divorces, parce que justement, si un homme ne trouve pas sa place dans le foyer, eh bien, il vient à un moment donné où il abandonne ce foyer. Voilà. Alors, c'est là où il y a un rôle, effectivement, de responsabilité de la femme. Loin de moi de vouloir jeter la culpabilité sur la jante féminine, mais effectivement, c'est le rôle aussi des femmes d'aider les hommes à trouver leur juste place. De la même manière, c'est aussi le rôle de l'homme d'aider la femme à trouver sa juste place, mais il y a une forme de complémentarité dans cet exercice de la paternité, et c'est pour ça que cette question ne concerne pas que les hommes, mais c'est une question effectivement qui touche tant les hommes que les femmes. Aujourd'hui, donc, il devient de plus en plus difficile d'assumer sa paternité. Beaucoup de jeunes hommes ne pensent parfois même pas à la paternité. Ils le voient comme quelque chose de révolu, comme un fardeau. Et lorsqu'ils l'acceptent, reste à savoir finalement quel est son rôle. Et c'est difficile effectivement de trouver sa place, de savoir comment exercer cette paternité, surtout quand on n'a pas eu de modèle, ou des modèles en tout cas parfois un peu problématiques, et que cette paternité est en quelque sorte mal vue dans la société. J'insiste aussi, avant de passer peut-être à la vision plus philosophique et à essayer de réfléchir à ce qu'est la paternité, j'insiste sur cette dimension catastrophique que peut avoir l'atténuation, l'atrophie de la paternité dans notre société. Parce que pour moi, le rôle de la paternité, c'est d'être vraiment cette courroie de transmission avec une certaine forme de verticalité et une construction justement de la société. Et si finalement il n'y a plus de père de famille, c'est toute la société qui s'effondre. Et je pense qu'un des enjeux majeurs de la paternité aujourd'hui, eh bien, c'est de reconstruire, de rebâtir quelque chose qui ne sera pas la caricature de l'ancien, qui ne sera pas de recopier des modèles figés, archaïques, de figures paternelles fantasmées, mais de retrouver la juste place du père, de l'assumer et de la vivre tout simplement. Alors pour commencer cette deuxième partie, peut-être sur une dimension un peu réflexion philosophique sur ce qu'est la paternité, je vais lire une citation de Bossuet. La première idée de puissance qui est parue parmi les hommes
est celle de la puissance paternelle. Et on a fait les rois sur le modèle des pères. Ainsi, tout le monde est-il d'accord que l'obéissance qui est due à la puissance publique ne se trouve dans le décalogue que dans le précepte qui oblige à honorer ses parents. Il paraît, par tout cela, que le nom de roi est un nom de père, et que la bonté est le caractère le plus naturel des rois. Alors, ce qui me frappe dans cette citation, c'est d'une part la notion de puissance et d'autorité, d'autre part la relation avec la figure royale, et enfin, ce qui caractérise par-dessus tout cette figure royale, nous dit Bossuet, c'est la bonté. Alors, arrêtons-nous déjà sur cette notion de puissance. Le père, c'est le principe de toute autorité. Tuer le père, c'est donc tuer l'autorité qui vient du haut, c'est tuer Dieu, c'est tuer l'ordre politique, c'est tuer la famille. Le père, c'est celui qui est le vecteur du réel, c'est celui qui est le vecteur du devoir à l'égard de soi-même, du devoir à l'égard de la société, c'est celui qui nous apprend le sens de la vie. Le père, c'est un symbole donc de verticalité, c'est celui qui transmet la culture, et c'est celui aussi qui nous inscrit dans un temps extra-individuel. Qu'est-ce à dire ? Le père, c'est celui qui nous donne notre nom de famille. Ainsi, le père donc, nous relie dans une lignée qui fait que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous ne sommes pas une génération spontanée, nous sommes enfantés, je suis le fils de mon père, qui est lui-même le fils de son père, etc., etc. Et donc, si on pense à la notion d'enracinement, si on pense à la notion de génération, eh bien, c'est bien évidemment cette figure paternelle qui en est le vecteur, la symbolique, celui qui l'incarne. Qu'est-ce que l'autorité ? Toute autorité vient du père, mais en fait, il faut prendre cette notion-là au sens l'autorité vient de Dieu. Le père de famille exerce une autorité qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu ? Dieu, c'est celui qui ordonne la nature. C'est celui qui, justement, est l'auteur de l'ordre du monde. Et en cela, le père ne peut être un père, un bon père, que si, justement, il obéit à cette autorité divine, c'est-à-dire à cet ordre de la nature et à cet ordre du monde, et s'il cherche, justement, le bien. Un père qui exercerait l'autorité selon ses caprices, qui utiliserait l'autorité à d'autres fins, serait un mauvais père. Et c'est là où je fais écho à ce que j'évoquais dès le début, c'est-à-dire la critique du patriarcat. Je pense qu'il y a une critique légitime d'un mauvais exercice de l'autorité. C'est ce qu'on appellerait finalement l'autoritarisme, l'autorité pour elle-même. Cette autorité de père, elle a pour rôle finalement de servir. Qu'est-ce que c'est qu'un chef ? C'est celui qui se met au service des autres. Un chef ne peut pas être un bon chef s'il n'a pas appris lui-même à obéir au préalable. Et un chef, c'est celui qui est là justement pour exercer une fonction, la fonction de dire la loi, de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, d'exercer la raison, d'exercer la prudence, d'exercer le gouvernement, mais ne l'exercer finalement qu'au service d'autrui, au service du bien commun. Le père, c'est aussi un modèle et un exemple, parce que comment est-ce qu'on exerce son autorité de père soi-même ? C'est finalement sur les modèles de père que l'on a vus. Comment est-ce que l'on se construit soi-même ? C'est par rapport à ce que l'on a vu de son père. Le père, c'est aussi celui qui coupe le cordon. Alors c'est une figure symbolique. Souvent à la maternité, on propose de couper le cordon ombilical. Alors moi j'ai toujours accepté les ciseaux que me tendait la sage-femme au moment de l'accouchement. Et je l'ai vécu toujours effectivement avec cette dimension symbolique. C'est celui qui va couper ce lien avec la mère. Alors, ça peut paraître dramatique, le père c'est celui qui sépare l'enfant de sa mère, mais quelle horreur. C'est un arrachement. Oui, c'est vrai, il y a une forme d'arrachement, et non pas que la figure de la mère soit quelque chose
auquel il faille être absolument arraché, mais c'est quelque chose dans laquelle il faut être arraché dans une juste mesure. Parce que la mère, eh bien, elle symbolise effectivement, on pourrait dire, le cocon douillet. Hein. L'enfant, justement, vient du sein de sa mère, qui est chaleureux, il est allaité. La mère, finalement, c'est la protection maternelle, c'est cette atmosphère confortable, agréable, chaleureuse, ce cocon. Et le père, c'est justement celui qui va présenter l'homme face au réel et aux difficultés de la vie. Et donc, si en quelque sorte, on n'est pas en quelque sorte coupé de cet attachement maternel fusionnel, on risque de devenir un éternel enfant et d'être bien incapable d'affronter la dureté du réel, la dureté de la vie. Donc le père ne le fait pas de manière forcément dure et avec une autorité qui serait traumatisante, justement, mais c'est sa fonction, c'est son rôle que justement de trancher au sens ici métaphorique, quand on tranche une décision, quand on valide un choix, mais il ne le fait pas seul. Parce que, encore une fois, il ne faut pas avoir une vision caricaturale des rôles masculins et féminins dans le foyer. Le père le fait toujours avec le conseil de son épouse, et le fait toujours finalement à l'écoute de ceux pour qui il va prendre les décisions. Mais ultimement, c'est lui qui les prend, c'est lui qui les acte, c'est lui qui coupe, c'est lui qui tranche. On dit souvent d'ailleurs autrefois que les décisions se prenaient sur l'oreiller. Mari et femme discutaient souvent dans l'intimité de la chambre conjugale, et le père faisait l'exercice de son autorité de manière publique, de manière formelle, mais cet exercice est nécessaire. Ce n'est pas un jeu de théâtre, ce n'est pas une caricature, ce n'est pas la femme qui décide de tout derrière. Non, la femme a un rôle de conseil, l'homme a un rôle d'écoute, et ultimement de prendre la décision. Le père, c'est donc celui qui a le rôle de dire non, d'exercer la contrainte, aujourd'hui devenue insupportable. Et c'est effectivement, c'est là qu'on peut penser que le père, c'est l'aventurier des temps modernes, parce que le non, aujourd'hui, est devenu quelque chose de rétrograde, est venu quelque chose, finalement, absolument passéiste. Et il faut dire oui à tout, et lorsque vous dites non, vous êtes finalement un oiseau de mauvais augure, vous êtes un rabat-joie, vous êtes quelqu'un de pénible. Mais pourtant, à un moment donné, il faut une mesure. S'il faut, lorsqu'on cultive une plante, il faut parfois couper certaines branches, parce que on va dire la croissance de cette plante dépend justement de la taille. Et de la bonne taille, justement, il ne faut pas la tailler n'importe comment, mais il faut parfois arracher certaines pousses qui perturberaient, qui empêcheraient la plante de se développer correctement. Eh bien, il en est de même dans la vie, il en est de même dans l'éducation, et c'est donc ce rôle du père qui va être, à un moment donné, de fixer des limites, d'empêcher l'enfant. Et quand on a des enfants en bas âge, ce qui est mon cas, on voit que ces limites, elles ne sont absolument pas naturelles. Ou alors, elles le sont, mais de manière un peu dramatique. Un enfant, si à un moment donné, vous lui retirez pas le paquet de gâteaux, le paquet de bonbons ou de chocolat, eh bien, il va s'empiffrer. Et effectivement, la limite naturelle qu'il va rencontrer, ça va être de vomir. Mais c'est justement le rôle du père, à un moment donné, de stopper, de mettre un frein, justement, à la concupiscence, aux passions débordantes de l'enfant, à sa volonté. Et ça, on sent bien qu'en fait, chez l'enfant, et chez tout homme, et c'est quelque chose de naturel, il y a une forme d'hubris, c'est-à-dire de volonté de puissance, d'orgueil infini, de désir débordant. Et il ne s'agit pas en soi, encore une fois, d'étouffer, de castrer, de détruire des personnalités, mais il s'agit de mettre un frein, mettre une limite, mettre une frontière au moment où justement il y a un débordement, au moment finalement où le désir, la passion, le caprice devient dévastateur, devient nuisible. Et du coup ça demande aussi du discernement, et c'est aussi le rôle de l'intelligence dans l'exercice de la paternité.
Et ça, je reconnais que c'est quelque chose de bien délicat parce que il y a bien des cas où on ne sait pas clairement discerner la limite. Le rôle du père, c'est aussi celui d'assurer la subsistance. Le père, c'est celui qui travaille pour donner à manger, pour vêtir ses enfants. Et c'est là où il y a aussi cette grande responsabilité qui est très anti-moderne. C'est que comme nous sommes invités à être des adolescents perpétuels, c'est-à-dire à nous repaître de divertissement, à finalement faire des achats compulsifs qui vont satisfaire nos désirs individuels, se sacrifier et sacrifier ses désirs pour le bien de sa famille, accepter finalement de ne pas utiliser l'argent qu'on gagne pour s'acheter des choses qui nous font plaisir, mais à le mettre de côté pour l'éducation et la subsistance de nos enfants, c'est quelque chose de difficile à notre époque. Et c'est une responsabilité effectivement contraignante dans un monde où le divertissement et le caprice est mis à l'honneur. Donc c'est là effectivement où on peut davantage comprendre à travers cette responsabilité, ce devoir du père d'assurer la subsistance de ses enfants, à quel point justement le rôle du père est un rôle de service. Le père justement met sa force de travail, met son énergie au service de sa famille. Et justement, c'est là où parfois quand on interdit à un père d'exercer son autorité légitime, que justement cette responsabilité, ce devoir de subvenir aux besoins de ses enfants, lui paraît comme quelque chose d'un non-sens, et que les pères parfois fuient leurs responsabilités. Ces deux responsabilités sont complémentaires. Alors, il ne faut pas fantasmer justement des figures déchus, les figures de pères du passé. Alors, il ne s'agit pas de les caricaturer, de les déshonorer, mais souvent, parfois, il peut y avoir un réflexe conservateur qui est de se dire en gros, le père, c'est l'autorité froide, c'est celui qui est au sommet de la pyramide, c'est celui qui gronde les enfants, c'est celui qui met les pieds sous la table pendant que la femme lui apporte à manger. En gros, c'est le roi lion qui se sert en premier à table, mais qui n'a pas d'affection particulière ou de devoir à l'égard de ses enfants. Ça, je pense que ce serait, encore une fois, une caricature dans laquelle il ne faudrait pas tomber. Et je pense que on a tous, dans nos familles, dans les récits familiaux, le récit de grands-pères particulièrement, effectivement, qui incarnent complètement ces vestiges de cette autorité assez aristocratique, avec une grande distance par rapport aux autres figures dans la famille. Mais souvent, déjà, ce sont peut-être des figures un petit peu fantasmées, parce que quand on creuse un peu, on s'aperçoit que tout n'était pas ou tout blanc ou tout noir. Et puis, d'autre part, notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de retrouver ce qu'il y a d'intemporel dans la paternité, et non pas une photo en noir et blanc qu'on va essayer d'incarner, avec laquelle on va essayer de se référer. Qu'est-ce qu'il y a peut-être d'intemporel dans la figure du père? C'est que le père, c'est justement celui qui fait usage de la raison, tandis que la mère, c'est celle qui fait usage de l'affection. Alors, encore une fois, ne tombons pas dans la caricature en disant que le père est 100% rationnel et la mère 100% affective. Évidemment que c'est un mélange des deux, mais on va dire que c'est une dominante. Le père a cette capacité, peut-être davantage justement, à choisir et à faire des choix qui soient rationnels. Alors rationnel, attention, parce que le mot est connoté aujourd'hui. Rationnel, on entend ça par une rationalité économique, rationalité prudentielle en termes de réputation, d'image, etc. Non, un choix rationnel, c'est un choix qui justement doit tendre de manière raisonnable vers le bien. Et donc, et parfois, ce sont des choix qui coûtent.
parce que soit parce que ce sont des choix qui coûtent de l'argent, qui font qu'on va renoncer à telle autre chose. Choisir, c'est toujours renoncer, c'est toujours éliminer quelque chose. Parce que parfois, justement, le choix, c'est de dire non. Dire non à un adolescent qui réclame absolument un smartphone pour ses 13 ans. Eh bien, il est gentil, il n'est pas méchant, il fait beaucoup d'efforts pour avoir son téléphone, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose que de mettre cet objet dans les mains de l'enfant ? Eh bien, voilà, le père, c'est celui qui va trancher, qui va faire usage de la raison, même si, effectivement, au niveau des sentiments, on aurait envie de faire plaisir, c'est difficile. Le père, c'est aussi celui qui dit la loi. Dire la loi, ce n'est pas l'inventer. La loi, ce n'est pas un caprice. La loi, c'est ce qui est juste. Et c'est ce qui est juste indépendamment, justement, des caprices, indépendamment de la subjectivité. Donc, le rôle du père, c'est celui de promulguer la loi, c'est celui de la faire appliquer. Et évidemment, il ne le fait pas contre la mère ou sans la mère. Évidemment que la mère, c'est un exercice complémentaire, mais c'est effectivement le rôle du père de le dire, de le rappeler. Alors, quel est le rôle de la mère ? Ce rôle de la mère, il se joue évidemment dans la complémentarité totale du père et non pas dans une opposition des rôles. On a souvent, depuis de nombreuses années, tendance effectivement à exacerber les luttes, que ce soit la lutte des classes ou la lutte des sexes. Évidemment qu'il y a une conflictualité entre les sexes, comme il y a une conflictualité entre les classes, mais justement le rôle peut-être le rôle de chaque homme et de chaque femme, c'est de tendre justement vers l'harmonie, d'être capable de dépasser ces conflits. La maternité, ce qui lui sied le mieux, c'est effectivement l'amour, un amour débordant, un amour, on pourrait dire, charnel, un amour qui provient finalement du sein de la mère, parce qu'elle a porté l'enfant en son sein, d'une bienveillance, mais dans la continuité de l'autorité paternelle. La mère, le rôle de la mère n'est pas de contrevenir à cette autorité, mais d'exercer au sein du foyer cette dimension d'affection qui va justement, qui se manifeste avec des symboles, justement le symbole nourricier, de la mère qui donne le sein à l'enfant, de la mère qui change l'enfant, qui le lave, qui le panse, qui l'enlace. Et c'est évidemment pas, encore une fois, quand je dis ça, ça veut pas dire que le père ne doit jamais changer son enfant, ne doit jamais donner à manger à son enfant, ne doit jamais l'enlacer, mais c'est effectivement le propre de la mère, c'est ce qui la représente le mieux. Et évidemment, il est très important dans un couple d'être sur la même ligne, sur le plan de l'éducation. Et ça, ce sont des questions qui se posent déjà avant le mariage. Il faut effectivement ne pas envisager un mariage si on ne partage pas quand même une vision claire de l'éducation, de là où on veut aller avec ses enfants. Donc la mère, c'est vraiment ce rôle affectif, ce rôle physique, et qui participe dans la complémentarité du père, de faire devenir un homme, au sens de faire devenir un humain, de permettre, de faire en sorte que l'enfant s'accomplisse pleinement, comme si encore une fois, je reprends la métaphore du jardinier, de la même manière qu'il y a une graine qui va pousser, eh bien justement, on pourrait dire peut-être que la mère, c'est elle qui va arroser, c'est elle qui va apporter la chaleur, et le père, c'est celui qui va couper, qui va amender, qui va désherber, qui va être le tuteur pour faire grandir. Et ces deux rôles sont complémentaires, et ces deux rôles ne sont pas, encore une fois, des figures absolument différentes. Il y a évidemment, ce sont des tendances. La paternité, ce n'est pas simplement, on peut l'entendre évidemment au sens premier, c'est-à-dire la filiation biologique, mais il y a aussi une filiation spirituelle.
Donc je pense, voilà, déjà parce que tout le monde ne peut pas forcément avoir d'enfants, tout le monde ne connaît pas cette paternité-là, mais je pense qu'on a tous un rôle en tant qu'homme d'une paternité dans les deux sens, ou au moins en tout cas dans le sens spirituel, parce que la paternité finalement biologique, elle s'accompagne de cette paternité spirituelle, et puis on a au cours de notre vie finalement une filiation, un rôle de paternité, on a des pères spirituels, hein, on a des maîtres, que sont nos professeurs, que sont certains adultes que l'on rencontre au cours de nos vies et qui vont justement jouer un rôle de complémentarité, qui vont nous apporter une dimension spirituelle. Pour moi, les écrivains sont aussi des pères. Moi, il y a plein d'hommes que je n'ai découverts qu'à travers leurs écrits et qui, pour moi, ont participé à mon éducation et à m'aider à devenir plus humain. Donc, cette dimension spirituelle de la paternité est très forte et je pense que évidemment qu'on transmet beaucoup en transmettant ses gènes, mais je pense qu'on transmet aussi énormément, autant voire peut-être plus, en transmettant des éléments spirituels, en transmettant par son exemple, par ses conseils, par un exercice aussi d'une forme d'autorité qui s'exerce pas forcément que dans le cadre de la famille, mais qui peut s'exercer dans le cadre de l'école, du scoutisme, même du militantisme également. Des éléments de la paternité. Et je pense que c'est un rôle important aussi qu'on doit tous prendre en compte en tant qu'hommes. C'est que dans une société où la figure du père a été de plus en plus déchue, on a un rôle de père à jouer sur tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en tant qu'éducateur, ou même en tant que chef dans une association, dans un mouvement, on a finalement des jeunes en dessous de nous qui parfois n'ont pas reçu les bons repères paternel, et donc on n'a pas pour rôle de jouer entièrement des pères de substitution, mais à notre niveau, dans la mesure où une relation un peu filiale se construit, il y a un rôle de paternité à jouer, et ça s'exerce également à travers justement la figure du prêtre, qu'on appelle lui aussi père. Le prêtre exerce aussi cette dimension paternelle en tant que justement qu'il transmet. Il n'a pas de fécondité biologique, mais il a une fécondité spirituelle. Alors, un petit mot justement par rapport à cette notion de paternité spirituelle, c'est une petite digression, mais j'avoue à titre personnel être assez contre ce qu'on appelle un père spirituel au sens d'un prêtre qu'on va voir toutes les semaines pour lui demander ce qu'on doit faire dans la vie. Et je pense que c'est même pas d'ailleurs le rôle d'un père biologique. Je pense que le rôle du prêtre et le rôle du père de manière générale, il n'est pas de prendre des choix à la place d'un individu. Et c'est vrai que souvent dans une société de plus en plus de la déresponsabilisation, on a tendance à aller voir les gens, à s'en remettre à autrui pour faire ses choix, en fait, parce qu'on a peur de les assumer vraiment. Et je pense que le vrai rôle du père, qu'il soit prêtre ou qu'il soit un père biologique, c'est de donner les capacités de faire le choix. C'est-à-dire, c'est d'éclairer l'intelligence, c'est de donner des principes d'éducation qui vont permettre effectivement de choisir, mais le choix, on ne le pose pas à la place de quelqu'un. Et justement, si on prend cette tendance à choisir à la place des autres, à choisir pour eux, on les déresponsabilise et on les infantilise. Et justement, le rôle de la paternité, c'est d'apprendre à l'autre à exercer sa véritable liberté, c'est-à-dire son propre choix. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, encore plus à notre époque. Alors, quelques éléments un peu sur mon expérience de la paternité. Déjà, mon père. J'ai eu la chance d'avoir un père aimant, d'avoir un père qui s'est occupé de moi, qui m'a lu beaucoup de livres, qui m'a fait voyager, qui m'a appris plein de choses. D'avoir un père aussi autoritaire. J'ai un père qui m'a mis quelques gifles, parfois des coups de pied au derrière. J'ai eu à l'adolescence une relation assez conflictuelle avec mon père. Par contre, je n'ai pas eu la chance d'avoir de grands-pères. J'aurais aimé énormément connaître mes grands-pères. Ils sont morts avant moi. J'ai eu des grands-pères qui ont fait la guerre, qui ont été des hommes courageux. Et mon grand-père paternel, que j'ai pas connu, a été assez absent. Mon père, lui, a été confié pendant 3 années dans ce qu'on appelle un sanatorium, donc pour les enfants malades pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que j'ai des parents assez âgés. Mon père a 80 ans aujourd'hui. Et donc en fait il a revu ses parents après 3 ans d'absence et il les a pas reconnus comme ses parents parce qu'il était tout petit, donc il les a appelés bonjour monsieur, bonjour madame, et voilà. Donc j'ai un père qui a grandi un peu sans père,
mais qui a été quand même un bon père. Alors il y a eu l'adolescence effectivement où le rapport a été assez conflictuel parce que justement mon père exerçait un peu une autorité à l'ancienne. Voilà, je me souviens une fois il avait arraché un poster de footballeur que j'avais dans ma chambre. Voilà, je voulais porter j'étais fan de foot à l'époque, donc je voulais porter le maillot de l'équipe de France pour aller à l'école. Mon père me l'interdisait, donc je me changeais en cachette de mon père. Et parfois effectivement on en est venu un peu aux mains. Mon père était quand même bien plus costaud que moi quand j'avais 12-13 ans, et ça a souvent effrayé ma mère. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout de rejeter une quelconque culpabilité sur ma mère, mais c'est vrai que cette peur un peu de l'autorité, de l'exercice de l'autorité, qui est effectivement une autorité un peu en crise dans notre société, a fait que mon père, justement, voilà, a été un peu criminalisé dans l'exercice de son autorité, et puis ça a été à la suite, peut-être pas à l'origine, hein, mais en tout cas, mes parents sont séparés. Et donc j'ai fini mon adolescence sans mon père, parce que j'ai vécu avec ma mère. Et à cette époque-là, finalement, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes dans le scoutisme, dans le militantisme et à l'église, qui ont été des figures de père, non pas de substitution, mais qui ont complété en quelque sorte l'éducation que mon père avait donnée, même si je voyais régulièrement mon père, mais finalement avec moins de proximité comme un père avec lequel on vit au quotidien sous le même toit. Seule chose que je regrette peut-être un petit peu dans mon éducation vis-à-vis de mon père, c'est peut-être le manque d'apprentissage manuel. Mon père était quelqu'un de très adroit de ses mains, qui faisait beaucoup de choses, mais qui m'a peu transmis justement cette dimension-là. Et je pense que justement c'est aussi le rôle d'un père que d'apprendre à faire des choses avec ses mains, d'apprendre à bricoler, d'apprendre à réparer des objets. Voilà, cette transmission du savoir-faire manuel, on le voit aussi avec la figure de Saint Joseph comme père, hein, c'est lui qui apprend le métier de charpentier au Christ. Il y a cette dimension, je pense, qui est très importante. Et puis mon père a déclenché une maladie, un peu une sorte de maladie d'Alzheimer. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche beaucoup. Et du coup, il a perdu sa mémoire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez déchirant parce que c'est justement le père et joue ce rôle justement de cette transmission de la mémoire, de la culture, du passé, de la relation, de la filiation. Et quand le père perd la mémoire, le père perd un peu son identité. Et ça m'est aujourd'hui quelque chose de très dur quand je rends visite à mon père, de le voir dans cet état-là. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est aussi un apprentissage d'accepter la décrépitude de l'âge, d'accepter voilà, cette diminution de la maladie, de la vieillesse. Mais c'est une épreuve. Et pour ma part, donc, j'ai été père à 26 ans, et je vous raconte une petite anecdote dont je me souviens très clairement. Je devais avoir 24-25 ans, et je me dis, tiens, 24-25 ans, on commence à passer un cap, à se rapprocher de la trentaine, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et alors, j'ai pas rien fait, mais je me dis, voilà, en gros, au même âge que moi, dans la littérature, dans les héros de jeunesse que j'ai eus, certains étaient rois, certains avaient fait la guerre, certains s'étaient battus, certains avaient vécu des immenses aventures. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai jamais fait la guerre. Je ne suis pas roi d'un royaume. J'ai rien fait de particulièrement exaltant. Est-ce que j'ai pas un peu raté ma vie ? Et 1 an plus tard, j'ai mon premier enfant. Et je me souviens très bien de ce moment de l'accouchement, où je coupe le cordon et la sage-femme me met mon fils dans les bras. Et là, j'ai eu vraiment une forme d'éclat, de révélation, de me dire, voilà, ça y est, la vie est accomplie. Alors, non, il reste tout à faire, il va falloir l'éduquer, cet enfant, et c'est loin d'être fini, il n'a que 8 ans. Mais j'avais un peu ce sentiment, voilà, de se dire, en fait, voilà, ça y est, ma vie prend un sens nouveau, parce que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour cet enfant. Et maintenant pour ses enfants, puisque j'en ai 3, mais voilà, il y avait vraiment un peu une dimension vraiment de révélation de cette paternité, et c'est quelque chose que je vous invite tous à vivre, si Dieu vous le permet. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que justement on est en quelque sorte transcendé, et on découvre, je pense, le vrai sens de la vie, qui est de ne plus vivre pour soi, mais de vivre pour autrui. Et ce lien justement de la filiation biologique le marque très profondément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dédire. On peut renier ses enfants, on peut ne pas les reconnaître, on peut s'enfuir, mais on sait quand même toujours au fond de soi-même qu'on a fui nos responsabilités.
Et je pense qu'il n'y a pas que les responsabilités de la filiation biologique qui s'imposent à nous. On a plein de responsabilités en tant qu'éducateur et de jouer cette tâche, ce rôle de paternité spirituelle dans plein de domaines de la vie, dans la société. Mais la paternité biologique, en quelque sorte, voilà, le marque comme un trait au plus profond de notre chair. C'est-à-dire, voilà, cet enfant est la chair de ma chair et j'ai ce rôle, je ne peux pas le quitter, je ne peux pas m'enfuir, je dois absolument m'en occuper et si il est mal éduqué, ce sera d'abord de ma faute. Donc ce sont des responsabilités effrayantes, mais aussi merveilleuses, parce que voir un enfant grandir, je peux vous dire vraiment quand parfois tout va mal et que vous voyez le sourire de vos enfants, quand vous voyez tout simplement vos enfants, qu'ils sourient ou pas, c'est une vraie source d'espérance. C'est quelque chose d'absolument grandiose. Et moi, j'avoue que ce qui me donne le plus de force pour me lever le matin, ce sont mes enfants. Bon, d'abord parce que je dois les conduire à l'école, donc si je me lève pas, ma femme se lèvera. Mais voilà, je sais voilà que c'est la journée qui commence. Et voilà, il faut, on n'a pas le droit de rester au lit, on n'a pas le droit de rien faire. Voilà, et donc c'est l'apprentissage voilà d'un dépassement de soi qui est extrêmement enthousiasmant, parfois fatigant, parfois on aimerait bien que les enfants partent en vacances et nous laissent un peu tranquilles, mais c'est ça justement qui est génial, quoi, c'est de se dire c'est ça une vraie responsabilité, quoi, c'est une responsabilité qu'on peut pas fuir, à laquelle on peut pas se dédire. Alors, pour conclure cette émission, quelques conseils un petit peu généraux sur la paternité. Alors, c'est pas une émission sur l'éducation. Je n'ai pas prétention à vous donner des conseils absolus en matière d'éducation. Je ne suis pas un père parfait, mais voilà quelques idées qui me viennent en tête que j'essaye de mettre en pratique dans l'éducation de mes propres enfants. Alors déjà. Je me souviens d'un titre de bouquin qui m'avait beaucoup interpellé quand mon premier fils était tout petit. Je crois que c'était un petit livret, petit fascicule publié aux éditions Chiré qui s'appelait « À 3 ans, un enfant est achevé d'être imprimé ». Là, on se dit merde, ça commence hyper tôt, parce que quand on a un nourrisson, on se dit en gros, il dort, il tète. Et puis c'est ça sa vie, quoi. Donc moi, mon rôle de père, il est pas très important, quoi. Enfin bon, je suis là pour aider un peu ma femme à se remettre de l'accouchement et à se reposer, mais voilà, à part subvenir financièrement aux besoins, je vois pas trop encore quelle est ma place. Et bien figurez-vous que donc j'ai acheté ce livre et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je le recommande à tout le monde. En fait, les enfants, comme on dit, sont des éponges. C'est-à-dire qu'en fait, même déjà dans le ventre maternel, nos disputes de couple, les émotions qu'on ressent, les enfants les impriment. Et donc du coup, un enfant imprime tout. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il apprend à parler. En fait, il apprend pas à parler avec des cours. En fait, il apprend dans le bain du langage dans lequel il vit au quotidien. Et donc du coup, c'est vraiment en fait à travers les rituels et l'attitude qu'on a au quotidien, en fait, que ces enfants entre 0 et 3 ans vont se structurer, vont acquérir les premiers repères, les premières habitudes. C'est pour ça qu'il est important de prier avec les enfants, même quand ils ne comprennent pas. De parler aux enfants même quand on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas, parce qu'en fait en réalité ils nous comprennent plus que ce qu'on imagine, et donc du coup aussi de se montrer sous notre meilleur jour avec nos enfants entre 0 et 3 ans, et bien sûr après. Alors après, c'est vrai que là vient l'âge du père, je me souviens d'un roman de Brasillac où il parle de l'âge du père qui vient vers 5-6 ans, quand l'enfant commence à parler, et c'est là où justement il y a quelque chose on commence à sentir pleinement son rôle, parce qu'on a plus de complicité avec l'enfant par le langage. Et un conseil auquel je vous invite à chacun, un conseil que je vous donne, c'est de parler à vos enfants, parce que la discussion, le langage, c'est hyper important. Et on a tendance à se dire que les discussions qu'on a avec les enfants sont pas très intéressantes. C'est faux. Alors déjà, elles sont parfois amusantes. Alors parfois, effectivement, de temps en temps, j'avoue que il m'arrive de lâcher un peu d'une oreille ce que me racontent les enfants. Mais voilà, c'est un tort. On doit s'accrocher et on doit les écouter, on doit discuter, on doit les relancer, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent à parler, c'est comme ça qu'ils apprennent à penser, c'est comme ça qu'ils apprennent à réfléchir. Et c'est la meilleure manière finalement de les éduquer que de passer du temps avec eux, discuter. Et c'est pour ça que je vous invite en tant que père à accorder beaucoup de temps à vos enfants. Moi-même, j'en accorde pas assez, je pense. Mais voilà,
sanctuariser du temps pour vos enfants. Si vous travaillez toute la semaine, eh bien bloquez votre week-end. Bloquez votre week-end à minima le dimanche. Passez pas votre dimanche à bricoler tout seul dans le jardin sans voir vos enfants. Si vous bricolez avec vos enfants, c'est pas compliqué. Alors c'est casse-pied parce qu'effectivement ils vont jouer avec les vis, ils vont se mettre à toucher à la scie, machin et tout. Mais c'est en même temps comme ça qu'ils vont apprendre. Et puis si un enfant se brûle, si un enfant se coupe, c'est pas non plus la fin du monde. Tant que c'est pas trop grave, mais voilà. Donc apprenez, passez vraiment du temps avec vos enfants, c'est hyper important. Il y a vraiment trop de pères qui fuient finalement cette responsabilité éducative. Loin de moi de vous culpabiliser, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais voilà, essayez vraiment de faire des choses avec vos enfants. Parfois aussi de les emmener, chacun individuellement, quelque part. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un pèlerinage avec mon fils, de partir faire une sortie en forêt, dans les bois, tous les deux. Parfois de faire des balades en vélo qu'avec lui, parce que justement, il est celui qui fait mieux du vélo par rapport à ses petites sœurs. Donc voilà, c'est aussi important en tant que père, dans des moments père-fils, mais aussi père-fille, je pense. Je pense qu'il y a un jour viendra où j'emmènerai aussi peut-être ma fille aînée, puis après à son tour la deuxième, et puis voilà. Mais voilà, il est important aussi parfois d'avoir une relation un petit peu séparée de la fratrie pour parler un peu seul à seul avec chaque enfant. Alors des choses qui peuvent paraître un peu anecdotiques, mais néanmoins qui me semblent importantes aussi dans l'éducation des enfants. Il y a tout un certain nombre d'éléments un peu culturels qu'on a beaucoup délaissés. Je pense que c'est à la fois dans le choix des jouets, dans le choix des vêtements, dans le choix de l'esthétique. Je pense qu'on forge aussi le goût de l'enfant. Un enfant a mauvais goût instinctivement. Moi, mes filles, quand je les laisse s'habiller, c'est une horreur. Elles mettent du rose avec du rouge, avec que des trucs immondes. Si je les laissais choisir leurs vêtements, ce serait une catastrophe. Alors, je dis pas que ma femme se moque toujours aussi de moi quand j'habille mes filles. Je suis pas très bon dans le choix des vêtements des filles. Bon, en tout cas pour les garçons, j'essaie de faire bien. Mais voilà, il faut apprendre aux enfants en fait. Moi, je me bats avec mon fils tous les matins quand il descend prendre son petit déjeuner. Alors il est adorable, il nous fait notre café dans la cafetière italienne, Bialetti et tout. Et il prépare les assiettes, le pain, le beurre pour ses sœurs. Mais souvent, il oublie un détail, c'est mettre sa chemise dans son pantalon, nettoyer ses chaussures et se coiffer. Et je le renvoie systématiquement, même si il est adorable d'avoir préparé le petit déjeuner. Je le remercie, mais je lui dis, là, tu montes, tu vas te coiffer avec un peigne, tu rentres ta chemise dans ton pantalon. C'est des petits détails, mais apprendre aux enfants les belles choses, leur acheter des beaux jouets plutôt que des merdes en plastique. C'est une catastrophe, ces objets en plastique. Ça se casse tout de suite. Il y en a plein partout dans la maison. C'est moche, ça a des couleurs criardes. Le plastique, c'est mauvais pour la santé. En plus, bannissez le plastique de vos vies, s'il vous plaît. Achetez des gros jouets en bois et voilà. Vouvoiement, faut-il vouvoyer ses enfants? Moi personnellement, mes parents m'ont jamais vouvoyé, j'ai jamais vouvoyé mes parents, donc j'ai l'impression que c'est un peu artificiel de le faire. Néanmoins, c'est beau, je trouve, le vouvoiement, parce que ça installe une certaine distance, une distance qui est pas une distance forcément froide. Après c'est un peu c'est en tout cas une piste de réflexion que je vous lance. Moi, ce n'est pas ce que je pratique, je tutoie mes enfants et mes enfants me tutoient, mais voilà, j'ai pas mal d'amis qui pratiquent le vouvoiement des enfants et ça installe en quelque sorte un effort du langage. Jean Raspail a des très belles paroles là-dessus. Je pense aussi le choix de la décoration de la maison, toute la manière dont votre maison est conçue, c'est ce que vos enfants voient et c'est aussi comme ça qu'ils construisent leur sens esthétique. Donc c'est aussi important. Les écrans. Ne cédez pas à la tentation des écrans. C'est quelque chose d'hyper dur parce que d'une part c'est tentant en tant que parent de se dire en gros là on est entre adultes. Ça nous arrive nous souvent typiquement le dimanche après-midi on déjeune avec des amis et les enfants s'ennuient ou parfois en hiver quand ils peuvent pas sortir donc on dit on va leur mettre un dessin animé. Ouais, mais sauf qu'en fait quand ils ont vu un, ils en veulent en voir un deuxième, etc. Donc en fait je pense que vraiment la politique à avoir là-dedans, c'est le zéro écran. Je peux paraître très dur en disant ça, mais c'est ce que j'essaie de mettre en place. Alors évidemment, il y a des âges, il y a des paliers, mais déjà, par exemple, ne leur montrez pas n'importe quoi. Laurent Dandrieux a sorti un excellent livre qui s'appelle Une cinémathèque idéale et avec des films recommandés en fonction des âges.
Donc, si vous montrez un film à vos enfants, choisissez bien ce film et faites-le à un moment qui soit un peu exceptionnel. Nous, nos enfants voient de temps en temps des films. C'est quand il pleut, c'est après avoir rangé leur chambre et fait toutes les activités possibles et inimaginables qu'on peut faire avant de jouer, de regarder un écran. Donc voilà, faut qu'ils aient fait des jeux, faut qu'ils aient lu, faut qu'ils aient fait du sport, etc. Et si vraiment il reste une demi-heure avant le dîner, et qu'on juge ça opportun, c'est pas systématique, c'est pas un droit, un film, voilà. On choisit avec mon épouse un film qui est intéressant et si possible même on le regarde avec eux. Et pourquoi pas effectivement aussi avoir une séance cinéma en famille où on choisit des films qui sont vraiment dignes d'intérêt plutôt que de leur montrer les dernières crottes Netflix pour gamins. Dernière réflexion avant de nous quitter, c'est que souvent en fait on n'a pas de souvenirs très forcément des milliers de souvenirs précis, continus, linéaires de son enfance, et on a plutôt qu'une impression un peu floue, générale en fait de ce qu'on retient en son enfance. Peut-être 2-3 exemples marquants, voilà, mais du coup le fait que les impressions de l'enfant soient des impressions confuses doit nous faire garder en tête que dans notre rôle de père, il faut montrer l'exemple de manière permanente, parce que c'est cet exemple permanent qui donnera à l'enfant l'impression de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, et qui du coup va le construire. Et donc c'est s'interdire toute faiblesse, toute mollesse, toute paresse, tout bazar dans la maison, toute addiction aux écrans soi-même. En fait, quand on se montre à ses enfants en permanence sur son écran, moi j'avoue que ça m'a fait un choc quand j'ai vu mes filles qui prenaient les aimants du frigo, pour dire que c'était des téléphones. Je me suis dit, mais mince, pourquoi elles jouent à ça ? C'est qu'elles m'ont trop vu sur mon téléphone. Donc voilà, donc en fait, essayez justement de ranger le téléphone en rentrant à la maison. Alors si vous travaillez à la maison, c'est difficile. Mais voilà, tout ce que vous allez faire, vos paroles, si vous êtes en permanence en train de médire sur les gens, voilà, tout ça, ça va influencer vos enfants jusqu'à la fin de leur jour. Donc soyez bien conscients que vous êtes un exemple permanent pour vos enfants et que c'est très exigeant, mais c'est très beau aussi. Je finis cette émission par une citation de Christopher Lasch. « La dissolution de l'autorité ne mène pas à la liberté, mais à de nouvelles formes de domination. » Quelles sont ces dominations ? Pour moi, c'est la domination de l'État tout-puissant, du totalitarisme qui vient. C'est la domination de la société de consommation et de la société du désir. Et c'est aussi la domination des écrans et de toutes les autres formes d'addiction. L'autorité doit mener à la liberté, mais à une liberté bien comprise, qui n'est pas l'absence de contraintes, mais qui est la liberté des choix volontaires. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager sur vos réseaux. Nous sommes toujours plus en plus nombreux à écouter le retour au réel. Notez-le sur les plateformes d'écoute et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous souhaitez aborder dans les prochaines émissions. Je suis toujours très heureux de lire vos messages. À la semaine prochaine.